Bernard Lugan, les événements récents nous renvoient à la situation du Rwanda, 16 ans maintenant après le génocide, puisque le président de la République française, Nicolas Sarkozy, s'est rendu auprès du président Kagame à Kigali, dans un voyage que certains ont pu interpréter comme un voyage vers Canossa, pour aller reconnaître, ne serait-ce qu'en partie, les responsabilités de la France dans les événements de 1994. Quelle est votre analyse à ce propos? Comment interprétez-vous ce voyage présidentiel dans l'Afrique des Grands Lacs? À propos de Canossa, disons simplement que le président Sarkozy n'est pas l'empereur d'Allemagne et que le général Kagame n'est pas sa sainteté le pape. Ceci étant, il est certain que ce voyage dans toute l'Afrique a été perçu comme un abaissement de la France. Mais je ne serai pas de ceux qui pourraient faire le reproche au président Sarkozy de tenter de normaliser les relations avec le Rwanda. Il est tout à fait normal, compte tenu de la géopolitique de l'Afrique interlacustre, tout à fait normal de tenter de renouer les fils du dialogue avec le Rwanda. Le reproche que je ferai au président Sarkozy est un reproche d'historien, parce qu'au nom de la réelle politique, il est tout de même difficile de passer sous silence la réalité historique. Et lorsque le président Sarkozy, en se rendant au mémorial du génocide au Rwanda, écrit sur le livre d'or la phrase suivante, le 25 février 2010, « Au nom du peuple français, je m'incline devant les victimes du génocide des Tutsis ». C'est une totale contre-vérité. Le président Sarkozy, en écrivant cette phrase, chausse les bottes du régime rwandais, car le génocide du Rwanda n'est pas un génocide des Tutsis, c'est un génocide des Rwandais. Il y a eu autant de Tutsis que de Hutus tués lors de ce génocide. Pourquoi le génocide des Tutsis? Donc sur le million ou le 1,2 million morts qui sont malheureusement à dénombrer durant ces périodes dramatiques, durant ces 3 mois dramatiques, il n'y aurait que des victimes honorables, les Tutsis, et les victimes Hutus passeraient pour pertes et profits de l'histoire. Alors, il eût été plus raisonnable et plus licite vis-à-vis de la réalité historique de s'incliner devant le génocide du Rwanda et de toutes les victimes du Rwanda. Si je vous comprends bien, Bernard Lugan, vous ajoutez aux 800 000 morts Tutsis généralement comptabilisés à peu près 400 000 victimes Hutus. Pour arriver aux chiffres que vous nous avez donnés. Je renvoie aux chiffres qui ont été cités devant le tribunal pénal international, je renvoie aux travaux de mon collègue Philippe Reijens. Nous savons aujourd'hui qu'il y a eu entre 1 million et 1,2 million morts. Ce sont les chiffres officiels du régime de Kigali. Or, il n'y a pas eu 1,2 million Tutsis. Il n'y avait pas 1,2 million Tutsis au Rwanda. Et heureusement, Dieu merci, tous les Tutsis n'ont pas été tués. Alors, n'entrons pas dans une comptabilité macabre, mais il y a eu autant, plus, moins, peu importe. Il n'y a pas eu que des victimes Tutsis. Il y a eu des victimes Tutsis, il y a eu des victimes Hutus, il y a eu des victimes françaises. Car l'on oublie, et là, tout de même assez étonnant, le président de la République va au Rwanda, n'a pas un mot de compassion pour les victimes françaises. Il faut bien voir que le génocide du Rwanda a débuté à la suite de l'attentat contre l'avion du président. Il y avait un équipage français qui n'était pas des militaires, c'était des civils. 3 Français. Nous avons eu, durant les premières périodes de ces massacres, 4 Français qui ont été massacrés, 2 gendarmes, un coopérant et l'épouse d'un coopérant gendarme qui ont été massacrés. Pas un mot. Profits et pertes. Il n'y a eu que les victimes officielles qui sont les victimes, j'allais dire, honorables, telles que le régime de Kigali veut les faire passer. Alors, ce voyage est un voyage qui, quoi que l'on en dise, va conforter l'idéologie officielle, l'histoire officielle telle qu'elle est écrite par Kigali et telle qu'elle est répercutée par les porte-paroles du régime de Kigali en Europe, notamment en France, par certaines associations et par certains journalistes.
Alors justement, revenons sur les événements dramatiques de 1994. Aujourd'hui, 16 ans après, que peuvent nous dire les historiens des événements tels qu'ils se sont déroulés? Quelles sont les interprétations qui peuvent être sérieusement avancées aujourd'hui, une fois passés les premiers émois traités généralement par les journalistes? Que peut-on dire de ce génocide, de son éventuelle préméditation, de ces victimes? Vous avez évoqué bien sûr les Tutsis, mais on a beaucoup parlé à l'époque des Hutus modérés. Que représente cette catégorie telle que l'ont présentée les médias? Que peuvent nous dire aujourd'hui, avec le recul les historiens, sachant que nous sentons bien que la vision des choses a quand même beaucoup évolué depuis les événements considérés? Votre référence aux Hutus modérés est tout à fait intéressante. Hutus modérés, ça ne veut rien dire. C'était les opposants au général Habyarimana, les Hutus. Mais le seul fait que l'on mentionne la mort sur une vaste échelle des Hutus présentés comme modérés montre bien que ce n'est pas le génocide des uniques Tutsis. Donc le président Sarkozy aurait été bien inspiré de parler du génocide rwandais, puisque le seul fait qu'il y ait eu des Hutus modérés massacrés, et je le répète, prouve qu'il n'y a pas eu que des Tutsis. Alors, le président Sarkozy et son ministre des Affaires étrangères ont mis en avant l'idée d'une commission d'historiens. Eh bien, je ne vais pas faire de corporatisme, je veux dire non, non. Les historiens vont pouvoir travailler, mais pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, tout relève de la justice. Nous avons tout de même eu 2 chefs d'État en exercice. Le chef d'État du Rwanda, le chef d'État du Burundi, assassiné. Chef d'État en exercice. Monsieur Rafik Hariri du Liban, ancien Premier ministre, est assassiné. On crée un tribunal pénal international. Et pour 2 chefs d'État africains en exercice qui sont assassinés, on ne cherche pas quels sont les commanditaires de cet assassinat. Comme si 2 chefs d'État africains ne comptaient pas. Nous sommes dans une vision raciste. Imaginons que ces 2 chefs d'État n'aient pas été des Noirs africains, que se serait-il passé? Alors, au prétexte que le Rwanda et le Burundi sont 2 petits pays, dirigés par des chefs d'État africains noirs, élus au suffrage universel, leur mort ne compte pas? Non, nous sommes là dans une phase de justice. Et il y a des plaintes qui sont instruites. Les plaintes en France sont étouffées parce que les interventions du pouvoir politique français font que les juges français ne peuvent pas véritablement enquêter en totale liberté. L'enquête du juge Bruguière a été amoindrie par un certain nombre de manipulations. La suppression des juges d'instruction va faire que ce genre d'enquête va être de plus en plus difficile. La création d'un nouveau pôle de recherche génocidaire va faire que l'on va mettre un rideau de fumée sur tout cela. Mais il y a tout de même une affaire judiciaire en cours. Il y a les parents, les familles des Français qui ont été tués dans cet assassinat, dans cet attentat, qui se sont portés partie civile. Donc il y a une enquête. Il y a également l'enquête qui se déroule en Espagne, avec le juge Mereles de l'Audiencia Civil espagnole, qui a lancé plus de 30 mandats d'arrêt internationaux contre les plus proches du régime Kagame. Ce qui fait que ce n'est pas le temps des historiens encore, c'est le temps de la justice. Et donner la parole aux historiens, à l'heure actuelle, reviendrait là encore à noyer le poisson, parce que nous ne sommes pas au bout des investigations. Et puis, il y a un autre élément qui est fondamental. Et là, je vous parle en tant qu'expert auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda, puisque j'ai le privilège d'être expert devant cette juridiction. Eh bien, les travaux qui se déroulent devant le TPIR sont considérables. Avant de créer une commission d'historiens, tirons simplement les leçons des jugements qui ont été rendus devant le TPIR. Or, 2 jugements sont fondamentaux. Personne n'en parle jamais. Le président de la République les ignore probablement. Ses conseillers ne lui ont pas fait la synthèse de ces 2 procès. Parmi la quarantaine de procès qui se sont déroulés devant le tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, 2 étaient emblématiques. L'un, celui du colonel Bagosora, qui était présenté comme étant l'architecte du génocide, le cerveau du génocide. Et l'autre,
qui était le procès de M. Proté Zigirani-Razo, dit M. Z, le beau-frère du président Habyarimana, qui était présenté comme le chef d'une cellule secrète que l'on appelait la CASU et qui gérait en sous-main toutes les magouilles et toutes les opérations génocidaires. Donc, ces deux procès ont eu lieu pendant des années. J'ai été expert dans ces deux procès, donc je connais parfaitement le contenu de ces deux dossiers. Et dans tous les procès, le procureur, dans tous les autres procès, le procureur a été incapable de prouver la préméditation génocidaire. Car la théorie officielle est la suivante: ce génocide était programmé et il a été déclenché sur ordre par les extrémistes Hutus, dirigé par le colonel Bagosora et officieusement par M. Proté Z, qui dirigeait la CASU. Et dans aucun des